Bonjour à tous. Donc, je suis heureuse d'accueillir le Forum 4, Archi 20e, à l'École d'architecture de Lyon, en présentiel et en distanciel. Donc, je salue Corinne Thierry-Honneau, qui est chef du BROP, qui est avec nous en distanciel, qui sera plus pour très longtemps au ministère, mais qui nous a accompagnés dans les politiques de la recherche de façon très attentive et voilà, attentionnée. Donc merci Corinne pour ces actions. Alors Marie devait être avec nous, mais elle n'est pas là, donc je salue Philippe pour l'école d'architecture de Grenoble. L'école d'architecture de Grenoble qui est notre partenaire pour cette session, alors particulièrement le LABEX AECC qui est représenté par Sophie Paviol ici présente, qui a œuvré à cette rencontre avec notre unité de recherche EVS LOR, dont je salue Philippe Duffieux, le directeur qui est avec nous, bien sûr, qui ont œuvré pour que ce forum puisse se tenir. Donc je remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement, donc les collègues administratifs, recherche, diffusion, informatique, audiovisuel, etc., mais aussi les chercheurs, les enseignants-chercheurs et les étudiants qui êtes présents aujourd'hui. Voilà, donc ce forum, c'est la 4e session qui est une valorisation du programme de recherche initié par le BROP depuis 2016 sur l'architecture du XXe siècle comme lieu de projet au XXIe siècle et particulièrement dans les enjeux de développement durable. Et ce forum, il parlera plus particulièrement des qualités matérielles et immatérielles originelles pour intervenir ou recycler le bâti. Ça vous parlera autant qu'à moi, puisqu'on est ici dans un bâtiment qui date de 1986. Je parle sous le contrôle de mes éminents collègues, voilà, et qui a été labellisé en 2020 et qui pourra être finalement l'objet, qui pourrait être l'objet aussi de toutes vos interrogations d'aujourd'hui. Alors moi, c'est vrai que le sujet que vous allez aborder, les sujets me touchent particulièrement parce que j'y ai consacré à peu près 15 ans de ma vie, enfin pas complètement, mais je ne sais pas évaluer, mais disons que c'était des questions qui nous occupaient, qui m'occupaient dans ma pratique professionnelle, et notamment parce qu'ils concernent, de mon point de vue, un patrimoine qui est pas forcément totalement patrimonialisé. Alors je fais attention à mes termes parce que les chercheurs parleront bien mieux que moi de ces questions-là. Mais pour moi, c'est un ensemble, enfin c'est un patrimoine qui n'est pas encore patrimonialisé et qui est pourtant vulnérable parce qu'il fait l'objet de stratégies de masse, notamment en matière d'isolation, par exemple, de la part des politiques publiques. Et ça pose beaucoup de questions que vous exprimerez dans leur diversité. Donc vous allez travailler sur ces sujets. Le programme, il est passionnant. Je ne vais pas le détailler. Donc j'ai parlé de Sophie Paviol qui est là. Je parlerai aussi d'Olivier Balaï qui vont détailler également le programme. Je suis heureuse aussi que Mathilde Padilla, doctorante, puisse nous présenter ses travaux. Alors, elle va travailler sur Prouvé. Alors, je me suis dit, je ne vais pas faire une confidence personnelle, mais si je fais une confidence personnelle, je m'en fiche. J'ai habité 1 an et demi dans la maison de Jean Prouvé à Nancy. Voilà. Donc, la question de l'isolation est du 15 degrés en hiver et 35 en été, avec une petite feuille en bois. C'était... Voilà. Donc, je ne doute pas que les échanges... que les échanges de la journée soient passionnants. Et je passe la parole à Corinne. Merci Corinne, chef du BROP, pour introduire également le propos. Je fais une petite annonce de pub. Le Forum 5, il aura lieu le 10 juin à Paris-la-Villette et il portera sur la rénovation énergétique des maisons individuelles de la seconde partie du XXe. C'est aussi un sujet passionnant. Bonjour à toutes et à tous. J'ai également le grand plaisir d'introduire ce 4e forum du cycle Les forums architecture du XXe siècle qui fait l'objet d'un partenariat entre le Bureau de la recherche architecturale urbaine et paysagère et l'École d'architecture de Toulouse. Et ce cycle des forums sur l'architecture du XXe siècle contribue à la valorisation
des travaux de recherche du programme incitatif pluriannuel Architecture du XXe siècle, matière à projet pour la ville durable du XXIe siècle, un programme pluriannuel piloté par le ministère de la Culture, donc qui s'est déroulé sur 5 années entre 2016 et 2021. Alors, ce forum en particulier aujourd'hui est le fruit d'une coopération entre 3 équipes de recherche du programme, dont les responsables scientifiques sont des enseignants-chercheurs des écoles d'architecture de Lyon et de Grenoble. Donc, je remercie bien sûr l'école d'architecture de Lyon, tout particulièrement, qui accueille ce forum, ce 4e forum aujourd'hui, sa directrice Sophie Chabot, et bien sûr toutes les équipes de l'école qui ont œuvré pour que ce forum s'organise et se déroule dans d'excellentes conditions. Je voudrais bien sûr aussi remercier les équipes scientifiques de l'école d'architecture de Grenoble et également les équipes techniques pour leur coopération, ainsi que Philippe Grandvoinet, qui aujourd'hui interviendra en tant qu'expert du comité scientifique de ce programme. Alors, ce 4e forum qui nous réunit aujourd'hui succède à celui de l'école d'architecture de Toulouse, puis à celui de l'école de Normandie, puis de Marseille et enfin de l'école d'architecture et de paysage de Lille. Et comme l'a déjà annoncé Sophie Chabot, le prochain, le 5e et dernier du cycle, se déroulera à l'école d'architecture de Paris-la-Villette le 10 juin. Alors, pour revenir sur le programme incitatif dont découlent ces forums, donc je l'avais déjà précisé, c'est un programme pluriannuel incitatif de recherche lancé en 2016 en partenariat avec de nombreuses institutions, notamment les ministères de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, l'Agence nationale de rénovation urbaine, la Caisse des dépôts et consignations, l'Union sociale de l'habitat, le programme PUCA-REA et l'ensemble de ces partenaires étaient accompagnés d'un comité scientifique constitué d'une quinzaine d'experts internationaux sur ces questions du patrimoine architectural du XXe siècle et de son évolution dans les cadres des transitions écologiques, énergétiques notamment. Alors, au total, ce sont 12 recherches qui ont été finalisées. Certaines ont été même suivies d'expérimentations et on s'en réjouit vraiment. Et la moitié des 20 écoles d'architecture étaient mandataires d'au moins une des recherches. Donc, on est plutôt satisfait de la mobilisation des écoles sur ce programme. Aujourd'hui, en 2022, le programme étant achevé, donc on rentre dans une phase de valorisation des travaux de recherche avec un certain nombre d'actions, d'outils et de supports variés que le Bureau de la recherche a souhaité financer et développer tout au long de cette année 2022 pour toucher des publics plutôt diversifiés, bien sûr faire connaître ces travaux à la communauté scientifique et pédagogique, en prise avec les questions d'architecture, mais également vis-à-vis des étudiants ou du monde professionnel, des acteurs du cadre de vie. Rapidement, je vais vous énumérer ces différentes actions de valorisation. Tout d'abord, une collection de films aussi bien monographiques que thématiques ont été réalisés. Cette collection s'intitule « Architecture du XXe siècle, recherche et expérimentation » et vous pouvez dès maintenant visionner l'ensemble de ces vidéos sur le site dédié au forum. Ensuite, une publication collective qui rassemblera donc des contributions des chercheurs du programme, mais également des experts, est en cours d'élaboration sous la direction de Philippe Grandvoinet. Et sa parution est prévue à l'automne 2022 aux Éditions du Patrimoine dans la collection Recherche et Architecture, qui est une collection donc pilotée par le Bureau de la recherche qui vise à valoriser les travaux et les actions d'échelle nationale en faveur de la recherche en architecture. Parallèlement à ces forums, un certain nombre de conférences-débats ont lieu actuellement à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris, dans le cadre du cycle que la Cité organise qui s'intitule « La mémoire en œuvre ». C'est une série de conférences-débats organisées avec le Centre d'archives d'architecture du XXe siècle, qui est
un aspect assez comment dire, fondamental qui traverse un certain nombre de travaux de recherche de ce programme sur la valorisation, mais aussi l'utilisation des archives d'architecture pour la reconnaissance de ce patrimoine du XXe siècle. Donc, bien sûr, le cycle de forums qui nous réunit aujourd'hui, je rappelle, avec un site internet dédié qui comporte de nombreuses informations et documents. Et finalement, en 2023, aura lieu un colloque organisé en partenariat avec l'École d'architecture et de paysage de Lille, qui mettra en perspective ce programme de recherche avec une dimension nettement européenne. Et donc, nous sommes en train de travailler avec certains membres du comité scientifique du programme et des enseignants-chercheurs des équipes lilloises pour monter le programme de ce colloque donc d'échelle européenne. Je voulais rappeler l'objectif, les deux objectifs principaux de ces forums. Tout d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien sûr faire connaître dans les écoles les résultats des recherches du programme et encourager surtout la communauté des enseignants-chercheurs à s'investir, à innover sur des sujets archivintiens. Donc, c'est aussi donner envie, partager, faire débat et faire connaître également auprès des étudiants des écoles. Et donc, le deuxième objectif principal de ces forums, c'est de prolonger les recherches du programme au travers de débats, d'échanges sur des sujets partagés qui sont d'actualité. Alors, ce quatrième forum a pour titre la reconnaissance des qualités matérielles et immatérielles d'origine de ce patrimoine architectural du XXe siècle pour y intervenir, pour le recycler. Il associe donc des équipes dont les sujets et les pratiques ont été, par rapport à d'autres équipes, particulièrement empiriques. Deux d'entre elles apportent des connaissances nouvelles, à la fois sur des architectures remarquables du XXe siècle, mais aussi sur les conditions et les modalités de leurs adaptations. Toutes deux auront recouru à des expérimentations techniques à même le bâti, allant pour l'une jusqu'à du prototypage. En ce sens, elles répondent pleinement à la visée opérationnelle du programme, qui était une part importante de ces objectifs. Et ces deux équipes s'étaient choisies comme partenaires des maîtres d'ouvrage particulièrement motivés et en attente de résultats. Pour l'une, il s'agissait d'une copropriété et pour l'autre, la direction des affaires culturelles de Guadeloupe. Enfin, la troisième équipe, qui parlera donc aujourd'hui, s'est focalisée sur l'enjeu du réemploi et des pratiques en la matière sur un territoire précis, avec également un partenaire qui est une collectivité locale. Donc, ces trois recherches connaîtront des suites avec des résultats qui devraient se voir appropriés par ces partenaires, mais aussi la communauté habitante, par exemple, et mise à profit. Gageons qu'elles trouveront aussi un écho et des prolongements auprès d'autres maîtres d'ouvrage, d'autres acteurs professionnels ou opérationnels. Donc, je voulais finir par remercier à nouveau l'École d'architecture de Lyon pour son accueil et son appui dans l'organisation de ce forum aujourd'hui. Remercier également les trois équipes parties prenantes aujourd'hui de cette rencontre pour leur implication et leur engagement. Et enfin, je voudrais remercier également donc, Philippe Grandvoinet pour sa présence parmi nous. Je souhaitais rappeler que Philippe a initié en fait ce programme de recherche lorsqu'il était chef du bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère. C'était en 2016 et qui, je l'ai mentionné tout à l'heure, dirige aujourd'hui donc la publication collective aux éditions du patrimoine qui mettra en valeur les travaux des équipes de ce programme. Enfin, je voudrais bien sûr remercier Isabelle Bertrand tout particulièrement, qui a particulièrement œuvré pour suivre ce programme de recherche et coordonner l'ensemble des actions de valorisation qui, vous l'avez vu, ne sont pas minces. Et vous dire aussi tout le plaisir que j'ai eu à travailler avec vous
puisque je vais quitter mes fonctions ce soir. Et je vous enverrai bien sûr un petit mot qui s'adressera à l'ensemble des écoles, mais je profitais d'avoir la parole aujourd'hui pour vous adresser donc tous mes remerciements et vous dire à nouveau le plaisir que j'ai eu et l'honneur de travailler sur le développement de la recherche en architecture. Voilà, je vais laisser la parole aux équipes qui partagent ce forum aujourd'hui, qui vont bien sûr présenter plus précisément leurs travaux et leurs approches du sujet qu'elles ont choisi de manière commune aujourd'hui. Merci. En 3-4 mots, ce programme de recherche sur l'architecture du XXe siècle avait pour ambition de faire émerger des stratégies innovantes d'intervention et des processus de projet appropriés qui permettraient d'apporter des réponses significatives aux besoins d'adaptation et de transformation liés aux évolutions sociétales et environnementales, et notamment les enjeux liés à la transition écologique. Ce programme, c'est important de le signaler parce que nous allons un peu parler de tout cela cet après-midi. Donc les 3 projets de recherche qui vont justement aller dans ce sens concernent le sujet de la reconnaissance des qualités matérielles et immatérielles d'origine pour intervenir ou recycler. Voilà. La question prise qu'on s'est un peu donnée entre nous, là, entre les 3 équipes, la question qu'on s'est posée pour les 3 recherches et qui va être un peu débattue cet après-midi, est la suivante. Elle est un peu longue, hein, mais voilà. C'est comment la reconnaissance des qualités spatiales, des qualités d'usage et des qualités matérielles d'origine des architectures du XXe siècle peut-elle permettre d'aller à l'encontre de certaines présomptions de vulnérabilité et d'inconfort thermique et acoustique avancées aujourd'hui par les bureaux d'études et vécues par les habitants. Qu'en est-il réellement de la matérialité et du confort climatique de ces architectures d'apparence fragile? Et de quelle manière le croisement d'analyse architecturale, d'analyse anatomique et de connaissances historiques situées peut-il informer les modèles numériques et les prototypages? Donc voilà, la question est un peu longue. 3 recherches sont présentées, donc je vais de mon côté vous en faire part de celles que nous avons conduites avec l'équipe que nous avons réunie avec Philippe Duffieux. Donc cette recherche qui s'appelle la réhabilitation des façades légères dans l'habitat du XXe siècle, de l'étude à l'expérimentation. Donc elle n'aurait pas pu avoir lieu sans en fait une forme de partenariat qui s'est très vite noué avec la régie Franchet de Lyon, qui tient et gère un immeuble d'habitation, une copropriété, dont la façade a été réalisée avec la collaboration de Jean Prouvé, avec une bourse CIFRE qui est accueillie par l'agence Archipat. Donc Mathilde Padilla, qui est la doctorante, vous présentera le travail tout à l'heure. Elle est depuis 3 ans et demi maintenant chez Archipat, hein, c'est ça? Même plus, voilà. Et c'est aussi grâce à la présence de Florence Delaumier, de la DRAC, qui nous a mis un peu en relation avec l'agence Archipat. Et donc, on a pu monter ce projet de réhabilitation des façades légères dans une copropriété. C'est un peu la spécificité. La recherche, elle n'aurait pas pu avoir lieu avec un autre montage parce qu'elle prend lieu et place, cette recherche, dans le cadre de la chaire Habitat du futur. La chaire Habitat du futur, c'est une chaire que je co-dirige avec Pascal Rollet au niveau scientifique. Cette chaire vise à envisager l'habitat éco-responsable et économique de demain. Et donc, elle prend le sujet de Mathilde que nous avions monté prend vraiment place complètement dans les sujets de cette chaire. Il y a les grands ateliers d'Ildabo aussi qui ont participé à ce travail pour justement monter l'expérimentation et la réaliser comme Mathilde vous le présentera tout à l'heure. D'autres partenaires, les bureaux d'études Tribu, dirigés par Karine Laprey. Le bureau Tribu, c'est un bureau d'études environnementales, donc qui rentre pile dans le sujet de l'après-midi. Le LASA, qui est un bureau d'études acoustiques. L'enjeu étant de réfléchir à une réhabilitation des façades légères en tenant compte des paramètres thermiques et acoustiques ensemble.
L'entreprise, le bureau d'études aussi, structure acier Descartes, qui a été notre partenaire assez fondamental au début du travail, plus les entreprises partenaires des grands ateliers que je vais afficher sur l'écran. Voilà. Vous avez aussi tous les partenaires qui sont là, affichés sur cet écran, et les compagnons, sans oublier les compagnons du devoir qui sont à côté des grands ateliers d'IDABO. Voilà, ce travail de recherche, il était copiloté par Philippe Duffieux et moi-même. Donc Philippe Duffieux, qui est professeur à l'école de Lyon et directeur de EVS LOR, l'équipe de recherche d'ici, l'école d'architecture de Lyon, et moi qui suis à l'ENSA de Lyon aussi, professeur ici, mais qui suis chercheur au Cresson dans le laboratoire AAU, Architecture, Ambiance et Urbanité de l'école d'architecture de Grenoble. Voilà, je m'arrête là pour la présentation. Sophie, si tu veux continuer, et Pierre par la suite, Pierre Bellieri derrière moi. Voilà. Donc, la recherche que nous allons vous présenter s'intitule « La modernité tropicale face aux risques sismiques ». Cette recherche, en fait, partait d'un constat qui était l'abandon progressif, ou pire, la démolition partielle des édifices publics, c'est-à-dire des écoles, des tribunaux, des églises, construits en Guadeloupe par Alitur suite au cyclone de 1928. Et donc, la question de la résistance au séisme de ces architectures des années 30 m'a, dans un premier temps, été posée par Hélène de Kergariou, qui était alors ABF au sein de la DAC de Guadeloupe. Et dans un second temps, le programme Architecture du XXe siècle, matière à projet pour le XXIe siècle, m'a donc donné l'opportunité de pouvoir constituer une équipe. Installez-vous en face. Ok. De pouvoir constituer une équipe de recherche en faisant appel notamment à Jean-Christophe Grosso, qui est architecte, enseignant à l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille, en sciences et techniques pour l'architecture. Nous avons travaillé avec un collègue ici présent, Frédéric Deslinger, qui est paysagiste environnementaliste et qui nous a permis de mieux comprendre la nature des sols de Guadeloupe. Et nous nous sommes entourés de jeunes architectes, Heidi Kirchhoff et Cyril Coste. Nous nous sommes également entourés d'une jeune ingénieure, Laurie Chevalier, et d'étudiants en architecture, Estelle Vernet, qui présentera une partie de la recherche, et Lucas Lafont. Nous avons travaillé également avec un architecte de Guadeloupe, Laurent Laval, qui actuellement mène un projet de restauration d'un des tribunaux construits par Alitur en Guadeloupe. Cette recherche n'aurait pas été possible donc sans de nombreux échanges et le partenariat que nous avons instauré, les échanges que nous avons eus aux différentes étapes de la recherche, donc avec la DAC de Guadeloupe et avec une commune de Guadeloupe, la commune de Morne-à-l'Eau. Donc c'est vraiment une approche collaborative qui s'est mise en place et qui nous a permis de travailler entre l'histoire de l'architecture et les sciences de l'ingénierie en architecture. Peut-être que ce que nous pouvons dire rapidement, c'est que nous avons mené trois campagnes de repérage. Une première campagne de 2 semaines qui nous a permis en fait de sélectionner 4 des groupes scolaires sur lesquels nous allions travailler, parmi les 26 qui ont été construits en Guadeloupe par Alitur. Puis 2 campagnes de relevé de respectivement 2 semaines et 3 semaines qui nous ont permis d'identifier les caractéristiques constructives de ces écoles. Et enfin, une 4e campagne de 2 semaines pour comprendre en particulier la nature des sols et des fondations. Je passe la parole à mon collègue. Bonjour à toutes et à tous. Donc, à ce forum, ce 4e forum de l'architecture du XXe siècle, je vais présenter la recherche que nous avons faite avec une équipe essentiellement de l'école d'architecture de Grenoble sur le thème du réemploi en architecture.
Le titre qui sera développé aujourd'hui, c'est Réemploi en architecture de la théorie à la pratique. On est un petit peu loin du titre originel de la recherche, qui notamment se tournait autour de la question de l'agissement très local, de l'exploitation de l'agissement local de ressources du réemploi. La problématique depuis le début de cette recherche, c'était en 2016, c'est déjà loin, s'est élargie. De même, l'équipe qui était initiatrice de cette recherche s'est élargie également. Au départ, donc, c'est l'école d'architecture de Grenoble. Moi-même, plus d'autres enseignants-chercheurs de l'équipe, de l'équipe architecture, environnement et culture constructive. Des enseignants et chercheurs de l'UGA, l'unité de Grenoble-Alpes, en particulier des ingénieurs avec qui nous avions des formations et des activités pédagogiques communes. Sur le plan des collectivités locales, nous avons travaillé essentiellement avec Grenoble-Alpes Métropole, qui est la métropole de l'agglomération grenobloise, et notamment à travers son service prévention des déchets. Et puis, nous avons été constamment en recherche, du début à la fin, avec une association de formation à l'éco-construction et à la restauration du patrimoine qui s'appelle Aplomb, et qui est installée en région grenobloise. Voilà, le réemploi d'architecture, c'est un sujet qui est toujours un petit peu en porte-à-faux par rapport à d'autres sujets qui touchent à la conservation du patrimoine, puisqu'ici, on considère le patrimoine une fois que l'édifice a disparu, une fois qu'il a été décidé de le démolir, de le faire disparaître. C'est la première grande question que cela pose. Pourquoi vouloir démolir? Éventuellement, comment ne pas démolir? C'est la première question que nous inviterons, nous, à poser. Ensuite, de la théorie à la pratique, la présentation de tout à l'heure reviendra sur cette question-là. Et comment à partir de méthodes de recherche, d'une hypothèse aussi qui était non pas d'inventer, mais de mettre au point et de développer une chaîne d'opérations et d'opérateurs qui permettent de faire vivre justement une filière du réemploi, des ressources de réemploi en architecture. On verra comment on est arrivé aussi à observer certaines pratiques et quelles conclusions on peut en tirer. Voilà pour l'introduction de ce qui va suivre tout à l'heure. On va donc voir maintenant les petits films qui présentent chacune des recherches. Le meilleur bâtiment, c'est celui qu'on n'aura pas à démolir. C'est celui qui pourra durer, c'est celui qu'on pourra améliorer, adapter, réhabiliter, restaurer, etc. Qui ne consommera pas de matière, qui n'aura pas besoin de devenir un déchet, dont on n'aura pas besoin de réemployer les éléments. Nous, on s'est intéressé à cette dernière étape de la vie d'un bâtiment, ou plutôt de la disparition d'un bâtiment. Donc, qu'est-ce que l'on peut encore tirer d'un bâtiment, alors même qu'il disparaît, alors même qu'il est déconstruit, comme on dit aujourd'hui, alors même qu'il est réduit à l'état de pièces détachées. L'équipe s'est constituée à partir d'enseignants et de chercheurs de l'école d'architecture, à partir aussi d'une thèse de doctorat qu'avait entreprise Marie de Guibon en 2016 et qu'elle a terminée en 2000, à partir aussi d'une coopération qui était déjà bien établie avec des enseignants-chercheurs de l'université de Grenoble-Alpes. Et puis le partenariat s'est élargi dès l'origine, mais aussi progressivement, avec des partenaires opérationnels. Une société d'aménagement de la ville de Grenoble, la SPL Sagesse, la métropole Grenoble-Alpes Métropole, un EPFL, un établissement public foncier local du Dauphiné, donc qui rachète des terrains, qui prépare des terrains ensuite pour des opérations. Donc ça, c'est l'aspect opérationnel de notre recherche et des partenariats qu'on a pu développer au fil du temps. Pour nous, l'intérêt, c'était d'explorer, de constituer un corpus de bâtiments et puis d'avoir de la matière sur lesquels faire des diagnostics, des observations, des analyses. Donc il y a l'entrée déchets, que faire de tous ces déchets? Comment transformer ces déchets en ressources? Ça, c'est ce que l'on souhaiterait en fait démontrer à travers cette recherche. Vers la fin de l'étude, il y a un gisement très important qui s'est présenté à travers une opération d'aménagement portant sur plusieurs hectares,
à La Tronche, une commune juste à côté de Grenoble, sur un ancien hôpital militaire qui devait être démoli. Et ça a été l'occasion de faire à la fois des diagnostics, ensuite d'organiser une filière de démontage, stockage, redistribution, revente sur site à travers ce qu'on a appelé la Batitech. Donc la Batitech, c'est une installation qui s'est réalisée sur le chantier lui-même, sur une partie du site du chantier de déconstruction, où les éléments qui étaient démontés pouvaient être immédiatement remis en vente auprès du public ou les professionnels, sans traitement intermédiaire, sans reconditionnement, sans stockage, donc en évitant à la fois des temps et des coûts intermédiaires relativement importants. Alors, le volet pédagogique pour l'école d'architecture et l'université de Grenoble-Alpes consistait à animer un petit atelier de formation, d'introduction, d'initiation, on peut dire, au réemploi, avec une partie théorique, des cours, des enseignements théoriques, des bases théoriques en matière de diagnostic, d'inventaire, de compréhension aussi des circuits de redistribution des éléments de réemploi, et puis un aspect pratique dans cet atelier, un aspect de conception à partir d'éléments de réemploi. Le programme de ce prototype demandé par la métro, c'est un abri à matériaux, c'est quelque chose de très simple. Ce sont des étudiantes stagiaires de l'école d'architecture qui ont conçu et réalisé ce prototype dans l'été 2021, juin et juillet 2021, avec des ressources, avec des matériaux issus du démontage de ces bâtiments du cadran solaire à La Tronche. Il n'y a pas de fondation, c'est un bâtiment réversible. Mais pour former le support, il fallait un support bien stable. Donc on a utilisé les casse-palettes, du bois, du bac acier, des matériaux assez ordinaires finalement. C'est vraiment un prototype, c'est-à-dire qu'il est susceptible d'être amélioré. Et vis-à-vis de notre maître d'ouvrage, un métro, effectivement on s'engage à le perfectionner pour ensuite pouvoir l'installer dans certaines déchetteries, certains sites de la métro. Dans cette opération, l'un des partenaires avec lequel on a développé une collaboration importante tout au long de la recherche et encore plus dans la phase finale, c'est l'association Aplomb et Ecomat qui a développé une activité d'entrepreneur dans le domaine du démontage et de la remise en circulation des ressources. C'est en partie eux notamment qui ont assuré le démontage de certains bâtiments du cadran solaire. Je crois que c'est environ 50 à 60 tonnes de matériaux qui ont été remis en circulation, ce qui est déjà pas si mal. Et puis il reste énormément de matériaux qui ont été récupérés, repris par Aplomb et Ecomat et déposés sur le site de Saint-Apollinaire où nous sommes aujourd'hui. La production du bâtiment en volume et en masse, c'est vraiment énorme. Et la part du réemploi sera sans doute toujours relativement minime. Mais chacun doit faire sa part. En termes d'impact environnemental, ça aura son importance. Cet impact environnemental, on sait on sait encore pas très bien le chiffrer, mais on sait qu'on va y être de plus en plus sensible. Et puis c'est surtout en visibilité, en valeur symbolique, en image et en qualité de la mémoire justement que le réemploi va continuer à gagner ses lettres de noblesse. Nous sommes
devant un immeuble qui a été livré en 1962 par un architecte qui s'appelle François-Régis Cotin, qui est l'une des grandes figures brutalistes dans la région, et qui, au début des années 60, eh bien, conçoit un immeuble expérimental avec le célèbre Jean Prouvé, bien sûr, l'un des premiers immeubles sur lesquels, immeuble d'habitation, a été appliqué une façade en aluminium. La recherche a débuté sur une hypothèse de travail qu'on avait construite pour une thèse dans une agence d'architecture, Archipat, à Lyon, qui accueille cette doctorante qui est d'accord pour anticiper la manière de réhabiliter cet immeuble qui a une façade labellisée, qui est habité par une copro, donc c'est pas un système locatif, on n'est pas dans un grand bailleur social qui a les possibilités d'imposer à certaines personnes un travail de synthèse fait par un architecte et un bureau d'études, notamment environnemental. Là, on est vraiment dans une discussion fondée sur l'économie. Et on retrouve là à peu près 80% du secteur à réhabiliter en France. C'est des copropriétés construites dans les années 60, 70, là, qu'il faut réhabiliter aujourd'hui. Cette recherche, elle a été mise en place avec Philippe Duffieux et moi, et une copropriété, cette copropriété-là. Partant de là, on a réuni donc l'équipe pour intervenir, donc à la fois un BET environnemental qui a fait toute l'approche génie climatique, bioclimatisme, etc., en anticipant comment en 2050 ce bâtiment serait subi à un changement climatique en fait. Il faut absolument protéger la façade, c'est une façade en aluminium. Quand vous penchez la tête, quand vous habitez là, c'est l'effet d'un convecteur électrique. Donc quand vous mettez à la fenêtre, vous prenez une bouffée de chaleur absolument incroyable. Deuxième type de travail, c'était sur l'acoustique. On est ici dans un bâtiment qui est très poreux aussi, non seulement pour la thermique, mais aussi pour l'acoustique. Et puis, nous nous sommes rendus compte aussi qu'il était important de développer un volet pédagogique, d'associer, alors, outre la doctorante, eh bien, d'associer également, sous des formats de workshop ou d'intensifs, eh bien, de faire travailler des étudiants sur ces questions-là, qui sont assez peu abordées en réalité au cours de leur formation, qui va consister dans les mois qui viennent, eh bien, à développer, à faire travailler les étudiants sur un corpus d'immeubles en copropriété, encore une fois. Alors l'expérimentation, elle porte sur une double façade à fabriquer, sur cette façade qui est très légère, qui fait 5 cm d'épaisseur, 6 cm exactement, qui a une face aluminium, une isolation à base de polystyrène qui fait de la colle avec un panneau en bois qui est à l'intérieur. La double façade s'imposait en quelque sorte vers l'intérieur du bâtiment pour conserver la façade actuelle et aussi permettre aux habitants de gérer donc, le périmètre de ventilation naturelle pendant la nuit et la question du phonique pendant le jour. La double façade étant en fait quoi? On a aujourd'hui une façade qui fonctionne avec des vitrages comme cela. Il est important qu'à l'intérieur, on retrouve une façade qui fonctionne avec le même système, qui propose donc des chicanes qui permettent la ventilation naturelle la nuit, en permettant en fait au phonique d'être largement diminué quand on est dedans. Le prototype, il est à la fois à l'extérieur et à la fois à l'intérieur. La chaire Habitat du Futur a utilisé un partenaire des grands ateliers de l'île d'Abo. C'est une entreprise qui s'appelle Asymptote à Lyon qui fabrique des stores qui résistent au vent. Parce qu'ici, on a aussi une problématique de vent. Donc des stores de grande dimension qui résistent au vent. Donc on a trouvé ça par rapport aux grands ateliers de l'île d'Abo. Et la deuxième approche a consisté à faire un travail à l'intérieur des logements, en isolation par l'intérieur, avec une laine de bois de 14 cm d'épaisseur à peu près. Et ça a été réalisé avec un panneau bois final monté avec des charpentiers, menuisiers qui sont à côté, qui sont partenaires aussi des grands ateliers d'Île d'Abo et qui ont participé donc à la réalisation ici. L'enjeu étant de fabriquer des fenêtres avec des bords arrondis quand on fabrique la double fenêtre. Alors la recherche, elle permet aujourd'hui de valider que l'intelligence qu'il y a de fabriquer un prototype de transformation d'un bâtiment avant de faire le chantier complètement. Le fait de faire un prototype génère une mise en fabrication du travail de conception qui met un peu en obligation les architectes, les BET, etc. à travailler ensemble. Et là, on a réussi ça, je pense, en tenant compte d'abord de la perception des habitants. Et donc le bâtiment qui avait des contraintes au début, on les a transformés en potentiel, qui est quand même validé aujourd'hui par les bâtiments de France, c'est-à-dire qu'en fait on a une intervention sur l'extérieur de la façade qui a été validée. Voilà. Alors ce qui n'était pas évident au départ.
Nous avons souhaité, notamment en travaillant très étroitement avec les habitants, travailler sur la notion de confort global qui permet de réajuster ces différents paramètres pour améliorer l'habitabilité du logement. Je constatais que la centaine d'édifices publics qui avaient été construits en Guadeloupe suite au cyclone de 1928 par Aliture étaient en train d'être soit abandonnés ou alors faisaient pour certains l'objet de projets de démolition. Ce sont des édifices qui ont de véritables qualités architecturales, des qualités spatiales, des qualités de proportion et un vrai confort d'usage, un confort thermique. Par ailleurs, ce sont des édifices de petite taille qui sont tous très bien situés dans le territoire de la Guadeloupe. La situation de ces édifices publics était, me semble-t-il, stratégique pour penser le devenir du territoire de la Guadeloupe qui aujourd'hui est un territoire que je qualifierais du tout automobile. Et dans la volonté de penser de manière plus durable ce territoire, il me semblait essentiel de ne pas laisser vacants ces édifices publics. Nous avons fait le choix de travailler en particulier sur les édifices scolaires qui avaient fait effectivement l'objet d'une campagne, d'un diagnostic dans le cadre des plans séisme Antilles. Et ce diagnostic était un diagnostic que je dirais à distance, qui ne quantifiait pas. Et l'ensemble des édifices construits dans les années 1930 à 1936 par Aliture étaient donc classés dans la catégorie qui ne pouvait pas faire l'objet d'un projet de consolidement. Pour chaque école, on a une classe de plan carré qui fait 7 mètres par 7 mètres, qui ensuite est desservie en enfilade prolongée par une galerie. Et toutes les écoles ont la même classe. La variation entre les écoles de hameaux, les écoles des centres-bourgs tient à la position de la galerie et à l'organisation de l'angle avec le logement des enseignants. Et donc ça nous permettait, à partir de l'analyse très précise d'une salle de classe type, de pouvoir ensuite extrapoler ces données pour envisager la conservation, la remise en projet, la réhabilitation de d'autres écoles. Nous avons fait le choix d'avoir une recherche qui croise les connaissances de l'histoire avec les connaissances de l'architecture et celles des sciences et techniques pour l'architecture. Et donc j'ai fait appel en particulier à Jean-Christophe Grosso, qui est architecte et qui a une expérience notamment dans la conception, la fabrication de modèles de passerelles et d'écoles parasismiques et paracycloniques en Haïti. Comme notre objectif c'était d'être en quelque sorte une recherche appliquée, il fallait qu'on trouve à la fois le langage et les supports pour pouvoir communiquer avec l'ensemble des acteurs de la construction en Guadeloupe. Ça a influencé notre méthode, notamment par exemple dans la façon dont on a relevé les bâtiments. Ce sont des relevés en géométro qui ont pour objectif de montrer les qualités à travers le relevé et les dessins qui sont produits à partir des relevés. Donc à la fois les qualités physiques, mais par exemple la quantité de ciment utilisé dans un béton, dans les différents bétons. Et tout ça remis à travers un processus de géométro architecturaux qui permettent d'avoir une vision quantifiée. C'est-à-dire que les qualités positives qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir justifier ces bâtiments dans le futur, il faut les chercher. Il y a cette nécessité du regard positif à la recherche des qualités à travers le dessin. Le dessin, il est simplement la façon de mettre ensemble les choses et de pouvoir les présenter sous forme d'arguments.
Mais les dessins, c'est pas la seule chose. Et ces dessins vont permettre aussi d'alimenter en méthode la modélisation numérique qui, elle, va nous donner des résultats de résistance minimale de ces bâtiments. Dans un second temps, dans la volonté d'avoir une pensée qui soit territorialisée de ce diagnostic constructif, nous avons également travaillé avec un collègue qui est paysagiste environnementaliste. On essayait de faire le lien entre l'histoire de l'architecture et les sciences de l'ingénierie, avec comme relais central la construction, entre l'histoire de l'architecture et la construction, l'histoire de la construction, et de l'autre côté, l'histoire de l'ingénierie. Ce qui est important, c'est comment on intègre les qualités de l'architecture au sein de ce processus. Et une façon de les intégrer, c'est ce qu'a présenté Sophie, c'est-à-dire c'est par la question des proportions. Et c'est pour ça que le relevé n'est pas seulement un relevé, c'est un relevé en proportion. Aussi bien en proportion de liant dans un mortier qu'en proportion d'un bord de dalle filant comparé à un portique ou une épaisseur de poteau. La recherche va très concrètement donner lieu à des journées de sensibilisation de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre, mais le résultat de notre recherche s'adresse avant tout à la maîtrise d'ouvrage. Ce que nous proposons en fait, c'est de renouveler la rédaction, la formulation des cahiers des charges à destination des bureaux d'études. Un logiciel de calcul, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas très courant, mais c'est que c'est un véritable outil. C'est-à-dire qu'un bureau d'études s'approprie le logiciel et la façon de l'utiliser, la façon de modéliser, la façon de mailler, la façon de l'alimenter en données de masse, fait partie véritablement de la culture et du savoir du concepteur. La façon dont l'observation par le relevé et le dessin va permettre d'alimenter la méthode de calcul à travers les logiciels fait partie de notre recherche. Ce travail a montré en quoi et pourquoi les architectures tropicales, en particulier construites au début du XXe siècle, sont paradigmatiques des enjeux pour penser le XXIe siècle, puisque l'on analyse des architectures qui ont été construites avec des moyens frugaux, en situation d'insularité, en situation coloniale, et devant répondre à des climats chauds et humides. Et toutes ces questions sont vraiment au cœur de la manière de penser le projet aujourd'hui. La surprise pour moi, ça a été de constater que Haïti et la Guadeloupe sont aussi issus d'un massif corallien effondré, donc ont la même ressource. Et donc, ce qui a été développé en Guadeloupe au début du XXe siècle, peut être mis en perspective de la situation d'Haïti d'aujourd'hui. Et en quelque sorte, c'est même assez fascinant de voir que peut-être des solutions pour Haïti d'aujourd'hui auraient été déjà développées dans l'espace colonial au début du XXe siècle, mais oubliées.